Écrivez pour faire régner la paix. Écrivez pour faire disparaître les pays. Homme des lettres congolais, écoutez, le son de nos frères et sœurs à nos temps coulés, votre territoire sur le point d'être banalisé. Lèvez-vous, en tout cas, la nation doit être livrée. Mais où seriez-vous? Pourquoi laissez-vous votre peuple à genoux? Il est temps que votre plume agisse afin que la guerre finisse. N'écrivez pas pour diviser, n'écrivez pas pour encourager le mal de ceux qui le commettent. Il est temps que l'injustice s'arrête. Grâce à vous, c'est possible, car la plume a une force inestimable. Levez-vous, homme des lettres, ne laissez pas les atrocités se commettre. Je vous remercie. Merci, M. le Travaux, de votre communication. Parmi les expressions du sujet de cette communication que nous considérons comme les plus significatives figurent la justice politique, le bien vivre ensemble, l'allocation universelle des ressources et puis, bien entendu, les pays des Grands Lacs. Lorsqu'il est question de la justice, le sens commun est souvent enclin à penser à l'ensemble des institutions de l'ordre judiciaire qui disposent du pouvoir de régler des litiges entre les citoyens. Ces institutions existent en République démocratique du Congo. Elles comprennent les cours et les tribunaux. Elles statuent sur les cas de conflits entre les particuliers et règlent les questions de la violation des prescriptions relatives aux rapports entre les personnes publiques ou privées. Elles stimulent les populations à bien vivre ensemble au risque de subir des sanctions allant jusqu'à l'emprisonnement. Cependant, dans le contexte de cette communication, la justice n'est pas considérée dans le sens d'une institution de l'ordre judiciaire. Il s'agit plutôt d'un ensemble de règles de justice politique dont l'application est considérée comme susceptible de promouvoir une vie harmonieuse entre les citoyens d'un pays ou entre les populations de plusieurs pays pris dans leur ensemble. Et si la justice judiciaire est l'œuvre des juristes, les règles de la justice politique résultent de la réflexion humaine philosophique. C'est dans ce sens qu'Aristote définissait la justice comme un ensemble de prescriptions qui disposent les hommes et qui les rendent capables d'accomplir et de continuer à désirer accomplir effectivement des actes justes. C'est ainsi que l'acte politiquement juste peut être considéré comme celui qui peut être posé de manière à créer ou à sauvegarder le bonheur d'un individu ou d'une collectivité politique. Et dans une collectivité politique, les actes justes sont posés par ou pour les citoyens en référence à une réglementation considérée elle-même comme juste. Il existe des règles de justice issues de la pensée qui pourraient inciter les êtres humains à poser des actes justes et à désirer continuer à les poser pour bien vivre ensemble, à la fois comme individus et comme collectivité. Bien vivre ensemble. De prime abord, par bien vivre ensemble, nous n'entendons pas le fait que chacun puisse se contenter uniquement de ce qu'il est, sans chercher à être plus ni à avoir plus. Une telle règle de vie a prévalu dans la réflexion sur la justice dans la Grèce antique, où pour se préserver du désordre, les philosophes estimaient que chacun devait se tenir à sa place, de sorte que le fils d'un esclave ne pouvait que naître esclave, le fils d'un cultivateur, le fils d'un militaire, soldat, la fille d'une femme ménagère, ménagère. Chacun restant à sa place, l'ordre et l'harmonie pouvaient exister au sein de la cité. Au Kassai central, par exemple, certains adages populaires expriment cette forme de justice du surplace. Ujaja waja chibi matan, mwenye katambitambi mwenye jitum, dua ya kubaku janjibute, kwa mukulung kujiba, nanshakwa shalakan, etc. Ces adages sont généralement transformés en des règles de conduite d'une justice du surplace, de sorte que celui qui dispose des moyens de subsistance et celui qui n'en a pas sont tous invités à rester tranquilles, chacun dans son coin, et de garder cette distance
pour ne pas entrer en conflit. De même, dans la conscience populaire Luba Kassai, un étranger ne peut pas disposer des biens ou des avoirs ou même d'une intelligence supérieure. Un puiné ne peut pas avoir plus de sagesse que son aîné. Même le fils de l'aîné doit être considéré comme aîné, même s'il n'est qu'un petit enfant ou un idiot. Cette vision existe dans l'imaginaire populaire des peuples de la République démocratique du Congo en général et de ceux du Kassai central en particulier. Cependant, l'existence de cette vision n'a pas permis de dissiper l'émergence des imaginaires de méfiance, de jalousie, de convoitise, de mépris et même de sorcellerie dans cette diversité où ceux auxquels les circonstances ont permis de disposer de certaines faveurs naturelles ou sociales cohabitent avec ceux qui en sont privés. La société congolaise apparaît d'ailleurs le plus souvent comme une société où l'envie, la haine et la discorde sont permanentes et où la sorcellerie, cette sorte de psychopathologie de nivellement par le bas, est presque toujours omniprésente. Le bien vivre ensemble ne signifie pas non plus que certaines personnes puissent vivre aux dépens des autres. Dans ce cas, les fruits des efforts des uns devraient satisfaire indûment les besoins de vie et de survie des autres. À ce sujet d'ailleurs, un adage de la langue Luba Kassai exclut les personnes faibles d'accès au bien-être. Moufouba Kadibiandi. Cette vision existe aussi dans l'imaginaire collectif des peuples du Kassai central qui recommande à chacun de travailler pour vivre. En fait, faire du travail la règle, c'est le lot de la nature humaine. L'homme vivra grâce à la sueur de son front. Mais il pourrait toujours y avoir des exceptions. L'existence des personnes faibles, c'est-à-dire celles qui sont handicapées par certaines circonstances sociales ou certaines calamités naturelles. Étienne de la Boétie écrivait à ce sujet que la nature a sans doute fait les hommes différents les uns des autres, de sorte qu'elle a donné plus de capacité à certains qu'à la plupart des autres. Il voulait peut-être dire par là qu'il peut exister des personnes naturellement ou même socialement faibles, et il en existe dans toutes les sociétés humaines. Ce qui arrive généralement, quand des personnes ne sont pas prises en charge, c'est l'augmentation des comportements de jalousie, de convoitise et de méfiance. Dans une telle société, les conflits d'intérêts sont permanents, car d'une manière générale, dans une société où il y en a qui mangent trop, alors qu'il y en a qui mangent trop peu, il se pose toujours un problème de justice. Dans le cadre de cette communication, par l'expression bien vivre ensemble, nous entendons l'assentiment et l'inclinaison des personnes qui appartiennent à une même communauté à désirer appliquer et à appliquer effectivement des principes de justice qu'ils considèrent comme les plus à même de créer entre eux une vie harmonieuse malgré les diversités naturelles, les différences socioculturelles ou familiales qui les caractérisent. En nous référant notamment à la théorie de la justice de John Rawls, nous essaierons de montrer comment cela est possible. Troisième concept, allocation universelle des ressources. L'expression allocation universelle des ressources, nous l'empruntons à Yannick van der Broek et Philippe Van Parijs. En effet, dans un ouvrage intitulé L'allocation universelle, ces deux auteurs estiment qu'il est impossible de penser l'avenir de la protection sociale des populations du monde aujourd'hui sans évoquer l'idée de verser sans condition à tous les citoyens un revenu de base cumulable avec tout autre revenu. Un revenu de base est en effet une ressource financière dont un citoyen peut disposer même s'il n'a aucun autre revenu. Ce revenu lui permettra d'être assuré d'un avoir qui peut lui permettre de vivre, de survivre et d'entrevoir la possibilité de continuer à rechercher un emploi pour une meilleure satisfaction de ses désirs. Ce revenu peut s'ajouter à d'autres revenus qu'il peut obtenir notamment quand le citoyen a trouvé du travail. C'est pour ça qu'il est cumulable. On ne pourrait donc pas priver ce revenu à un citoyen en tenant compte des autres revenus dont il pourrait disposer.
Une allocation universelle des ressources est donc une stratégie de justice par laquelle une communauté politique verse un revenu à tous ses membres sur une base individuelle, sans contrôle de ce que chacun possède à l'avance. Chacun disposera du revenu ainsi alloué sans discrimination et sans exiger une contrepartie. Le principe d'une justice par allocation universelle requiert donc que les pouvoirs publics versent à chaque citoyen, en l'occurrence, une somme d'argent qui puisse lui servir de base à la poursuite de son bien sans demander à ce citoyen ni de travailler pour obtenir ce revenu, ni de procéder à un quelconque remboursement. Yannick van der Bo et Philippe Van Parijs évoquent par exemple le scénario de l'application du principe d'une allocation universelle au Brésil. C'était le 8 janvier 2004, au palais présidentiel de Brasilia. Une décision présidentielle avait été prise pour octroyer à chaque Brésilien un revenu de base sans discrimination. Le versement de ce revenu devait immédiatement commencer par les Brésiliens les plus nécessiteux et la généralisation se ferait graduellement à toute la population. Il est possible que l'octroi de ce revenu n'ait pas résolu tous les problèmes de justice sociale des Brésiliens. Néanmoins, sa généralisation avait pour objectif de permettre à chaque citoyen de vivre avec une allocation minimum de survie. La généralisation de cette allocation pourrait être à même de couvrir les besoins des citoyens du Brésil, mais elle pourrait aussi briser les chaînes de la misère et de la convoitise entre les citoyens des pays voisins en cas de nécessité. Ce principe d'une allocation universelle peut être généralisé davantage et être adopté non seulement en faveur des citoyens de la République démocratique du Congo et de tous les peuples de la région d'Afrique des Grands Lacs, mais aussi entre tous les citoyens de tous les États voisins de la République démocratique du Congo. Dans la suite de cette communication, nous allons montrer à quelles conditions une telle généralisation est possible. Concept pays des Grands Lacs. Il n'est peut-être pas nécessaire de faire une cartographie des pays de la région africaine des Grands Lacs. On pourrait néanmoins savoir que la région africaine des Grands Lacs comprend la République démocratique du Congo, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie. Cette partie de l'Afrique a des limites naturelles avec la République démocratique du Congo, notamment grâce à la présence des lacs Albert, lac Édouard, lac Kivu, lac Tanganyika et le lac Mouero. C'est cette partie de l'Afrique qui se retrouve aujourd'hui au centre d'un conflit armé qui dure depuis près de 30 ans. Les armées rwandaises, ougandaises, burundaises, tanzaniennes s'affrontent en inimitié ou en amitié avec l'armée congolaise, ainsi qu'avec les milices présentes sur le sol congolais. Parmi ces milices figurent les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, qui sont venues du Rwanda et qui ensanglantent l'est de la République démocratique du Congo depuis plus de 30 ans. On y retrouve aussi principalement le M23, une milice prétendument congolaise qui se bat pour renverser les institutions qui sont en place en République démocratique du Congo depuis plusieurs années. Les ADF, Allied Democratic Forces, Forces démocratiques alliées, qui sont une milice ougandaise qui opère à l'est de la République démocratique du Congo depuis plus de 30 ans. Et les CODECO, Coopérative pour le développement du Congo, une faction de l'armée congolaise qui affronte l'armée congolaise en Ituri depuis plusieurs années. Il faut considérer aussi les Wazalendo comme une milice qui sévit aussi à l'est de la République démocratique du Congo. Dans cette communication, nous pensons qu'une application des principes de justice politique juste pourrait venir à bout des conflits et des affrontements et promouvoir le bien vivre ensemble entre les citoyens de la République démocratique du Congo d'une part et entre les citoyens de la République démocratique du Congo et les autres citoyens des autres pays de la région africaine des Grands Lacs d'autre part. Quelques principes de justice politique. Dans cette deuxième partie de cette communication, nous proposons 6 principes que nous considérons comme ceux dont l'application est à même d'infléchir positivement le bien-être ensemble en République démocratique du Congo d'une part et entre la République démocratique du Congo et les autres États de l'Afrique des Grands Lacs d'autre part.
Ces principes s'inspirent du principe volontariste d'Emmanuel Kant, du principe de la responsabilité de Hans Jonas, du principe de justice comme équité de John Rawls et du principe de justice politique de Ngoma Binda. Ils ont l'avantage de placer l'éthique au centre de l'action politique. Il s'agit de 6 principes suivants. Le principe de non-malfaisance, le principe de fidélité, le principe de reconnaissance, le principe de restauration, le principe d'impartialité et le principe d'équité. Premier principe, principe de non-malfaisance. Le principe de non-malfaisance impose le devoir de ne pas faire du mal à autrui. Il a peut-être une origine dans la religion, mais s'est imposé sous plusieurs formes dans les théories morales. En effet, la religion repose notamment sur le commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. Cela implique que si on aime autrui, on ne peut ni le tuer, ni lui voler, ni le tromper, ni lui faire une fausse promesse, ni lui priver de ce à quoi il a droit. La raison est simple. On n'admettra pas qu'il en soit ainsi fait à l'égard de soi-même. Kant a peut-être su mieux théoriser le principe de la non-malfaisance dans la théorie morale avec son impératif catégorique. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux aussi vouloir que cette maxime devienne une loi universelle. Ou encore, agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse en même temps valoir comme principe d'une législation universelle. Cette formulation kantienne du principe de la non-malfaisance s'applique aux individus et concerne une législation universelle publique. Pour Kant donc, on n'a pas le droit de faire du mal à autrui parce qu'on n'acceptera pas qu'autrui fasse de même. Faire du mal ne peut donc pas devenir une loi universelle. C'est pour cela qu'une morale publique condamne celui qui fait du mal à autrui. Si ce principe est appliqué en République démocratique du Congo et dans les autres États des Grands Lacs, on ne se battrait pas. Au contraire, l'application du principe de non-malfaisance serait à même d'améliorer le bien vivre ensemble du fait qu'autrui, personne ou État, serait considéré comme un objet d'amour, de bienfaisance. Le principe de non-malfaisance est au fondement du bien vivre ensemble des citoyens d'une manière générale et des États regroupés, comme ceux de l'Afrique de la région des Grands Lacs, d'une manière particulière. Ngoma Binda recommande à ce sujet d'agir de telle sorte que, examinant rationnellement les conséquences de ton acte public, ce dernier soit pris comme un modèle de sagesse et que jamais tu ne fasses aux autres ce qui aurait des conséquences que tu n'accepterais jamais qu'on te fasse subir. Principe de fidélité. Il s'agit ici du devoir pour autrui, personne ou État, de s'acquitter des engagements qu'on a librement consentis. C'est pour ça que le principe de fidélité se comporte comme dans le cas d'une promesse. En effet, dans le cas d'une promesse, si quelqu'un s'engage et promet de faire X dans des circonstances appropriées, il doit faire X si ces circonstances sont réalisées. De ce fait, le fait de faire X est un gage de fidélité à la promesse. La fidélité à la promesse entraîne donc une obligation quasi automatique d'agir dans ce sens. C'est en fonction de ce principe que les citoyens et les États éprouvent l'obligation d'obéir, comme l'écrit John Rawls, à des lois promulguées sous une constitution démocratique considérée comme juste. L'application du principe de fidélité est un gage du bien vivre ensemble entre les citoyens d'un État d'une part et entre les États pris ensemble d'autre part. Principe de reconnaissance. Les actions humaines obéissent aussi à l'obligation et au devoir de témoigner de la gratitude envers les apports, le soutien ou l'aide que l'on a reçue. Témoigner de la reconnaissance peut parfois se résumer au fait de dire merci ou de rendre l'appareil. Merci, monsieur le travaux. Je dois remercier infiniment les autorités académiques de notre
université pour avoir mis en place cette agora. Nous avons maintenant à l'UPECAN notre agora, c'est-à-dire notre lieu d'échange et de discussion. Donc l'agora a commencé à l'UPECAN sous forme du forum universitaire. Ça sera chaque samedi que nous allons faire cet exercice d'échange scientifique. Oui, ma thématique c'était la rédaction, la formulation logique d'un projet de recherche scientifique. Cette thématique est très importante puisqu'il faut savoir que nous sommes arrimés au système LMD. Le système LMD, c'est un système d'échange entre les universités. Et dans la plupart des universités, la rédaction d'une recherche scientifique commence par un projet de recherche scientifique. Ce que nous voulons, c'est que cette tradition commence aussi dans notre université et continue. Et cela va permettre à chaque chercheur d'entamer la rédaction de son rapport de recherche en connaissance des